Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Deux grands sujets se télescopent. Il y a la réforme des retraites, évidemment, la forte mobilisation d'hier et les suites avec le début du débat à l'Assemblée nationale le 6 février prochain, lundi. Mais il y a un autre sujet, un autre projet de loi qui est présenté aujourd'hui, qui suscitera de grands débats. Il s'agit du projet de loi immigration. Projet de loi immigration qui est présenté en Conseil des ministres. Alors pour en parler et pour parler de l'un des aspects de ce projet de loi, le fameux titre de séjour métier en tension, nous avons aujourd'hui trois invités. Marie-Christine Vergniat, bonjour. Oui. Vous êtes vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, ancienne députée européenne. Nous avons avec nous Francis Dubrac, qui est entrepreneur, président de la Société de travaux publics Dubrac. Vous employez des travailleurs venus de l'immigration. 32 nationalités. 32 nationalités. Et Alexandre Vincendé, qui est député LR du Rhône. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous. Alors, nous allons parler évidemment de ce titre de séjour métier en tension, mais plus généralement, nous allons parler aussi de ce projet de loi immigration. Nous allons peut-être parler aussi des quotas. Nous allons parler d'un système à points. Je crois que LR a dans l'idée de mettre en place un système à points. Enfin bon, nous allons parler de ce débat en posant deux questions. Je sais que certains, et ce sera le cas de Marie-Christine Vergniat, parlent d'immigration. Vergia parlera de l'immigration, d'une immigration jetable. Pour vous, c'est une immigration jetable. Et puis, d'autres pensent qu'il y a un risque de régularisation massive. Et puis, d'autres, encore autour de la table, pensent qu'on a besoin de cette immigration-là. On en a besoin pour des raisons économiques. C'est votre cas, Francis Dubrac. On a besoin. Alors, que propose le gouvernement? Que va proposer le gouvernement? Eh bien, pour les travailleurs sans papier, présents sur le territoire depuis 3 ans, l'obtention d'un titre de séjour valide 1 an dans des secteurs en pénurie. Une mesure expérimentale prévue jusqu'au 31 décembre 2026. La liste des métiers en tension doit être actualisée. C'est indispensable, Francis Dubrac. Écoutez, d'abord, je crois vous avoir entendu dire qu'il fallait 3 ans de présence sans papier, oui. Qui est assez compliqué à imaginer, puisqu'il faut que tout le monde mange, donc il faut que tout le monde travaille, et il faut que tout le monde gagne sa vie. Donc soit on admet qu'on puisse travailler dans les entreprises sans papier, mais il y a des lois pour ça qui l'interdisent. Soit on régularise ces jeunes qui arrivent, et moi j'en ai formé 25 qui arrivaient, des mineurs migrants, puisqu'on peut les faire travailler quand ils sont en apprentissage, et après j'ai eu des difficultés parce que devenu majeur, j'ai pas pu continuer le processus, j'ai été obligé de les licencier, ce qui est assez étonnant, et aujourd'hui ils reviennent au fur et à mesure de leur obtention de papier, mais moi j'en ai besoin. Ce sont des garçons formidables qui n'ont pas traversé la Méditerranée pour s'appuyer sur les murs des cités, qui sont là pour gagner leur vie, envoyer de l'argent à la famille. Donc pour moi, c'est la solution dans un climat... Pour vous, c'est clair, il faut les régulariser et leur donner des titres de séjour. À partir du moment où il y a des entreprises... Provisoires. Mais provisoire peut-être, mais à partir du moment où il y a des entreprises qui veulent les faire travailler et qui peuvent, réaliser leurs rêves et nous réaliser nos travaux, oui. Je pense que c'est gagnant-gagnant plutôt que de les mettre à la porte d'Aubervilliers, dans les camps et porte de la Villette. Marie-Christine Vergniat. Là, pour le coup, nous sommes d'accord. Je voudrais juste demander de quoi on parle. Oui. Parce que on parle des étrangers. Oui. Tant mieux, c'est mieux que les migrants. Mais un étranger, c'est quelqu'un qui n'a pas la nationalité française. Donc il y a beaucoup de sortes d'étrangers qui vivent en France. Et il y a des étrangers qui ont la chance d'avoir la possibilité de travailler sans aucun problème, de venir en France sans aucun problème. C'est le cas, par exemple, de tous les citoyens de l'Union européenne, puisqu'il y a liberté de circulation, et tant mieux. C'est aussi le cas de tous ceux qui viennent qui peuvent rentrer sur le territoire européen sans visa. Il y a ceux qui viennent avec visa, et parmi eux, il y a ceux qui n'ont pas
pas de problème pour avoir des visas et ceux qui ont beaucoup de difficultés pour avoir des visas et de plus en plus de difficultés pour avoir des visas. C'est ceux qui viennent du Moyen-Orient et de l'Afrique. Donc je pense qu'il y a un problème par rapport à ce qu'on appelle les étrangers et des problèmes, et je vais terminer là-dessus, je vous le promets, des problèmes d'égalité de droit selon le pays d'où l'on vient. Mais là, parlons de ces étrangers qui viennent de régions ou de pays où l'obtention des visas est assez difficile, on est bien d'accord, mais qui ont envie de travailler sur le territoire français. Et Francis Dubrac vient d'en parler. Ils ont envie de travailler, ils travaillent même, ils ont besoin de papier. Est-ce qu'il faut leur accorder un titre de séjour provisoire? Ce que je disais au début, j'ai répondu à votre question en disant je suis d'accord avec Monsieur Dubrac. Moi, je trouve que ça ne va pas assez loin, qu'on pourrait aller plus loin, notamment par rapport à accorder un titre de séjour définitif, notamment par rapport. Nous sommes, et vous l'avez dit dès le départ, nous sommes pour la régularisation de tous ceux qui vivent sur le territoire français. Et sur tous ceux qui vivent sur une base très simple, Monsieur Bourdin, l'application des conventions internationales que la France a signées. Si on appliquait les conventions internationales que la France a signées, la quasi-totalité de ceux qui vivent en France en situation dite irrégulière pourrait être régularisés. C'est-à-dire qu'on arrive en France et on est régularisé? Non, on arrive en France avec un visa d'abord. Avec un visa. Encore faut-il que les consulats, les ambassades délivrent des visas à égalité, quelle que soit la nationalité. Et pas en préjugeant que certains constituent plus de risques migratoires que d'autres. Alexandre Vincendé. Le sujet de l'immigration, Jean-Jacques Bourdin, c'est un sujet qui est éminemment éruptif dans notre société. Ça, c'est évident. Et qui sera de toute façon, dans le cadre du débat parlementaire, l'occasion pour certains de dire tout et n'importe quoi, toutes les outrances et les postures qui se transformeront en impostures. Vous aurez d'un côté l'extrême gauche qui vous dira qu'il faut régulariser tout le monde, qui est une folie, et de l'autre côté l'extrême droite qui vous diront qu'il ne faut régulariser personne et qu'il faut une société avec zéro immigration. Moi, je pense que sur ces questions-là, il faut déjà qu'on regarde la situation actuelle. Le vrai sujet, c'est quoi ? Je suis élu de la 7e circonscription du Rhône, qui est une circonscription particulière, puisque vous avez les villes de Vaux-en-Velin, qui est, je pense, une commune populaire, Bron, qui est une commune populaire, et la ville de Rieux-la-Pape, dont j'ai été maire pendant 8 ans et demi, qui est aussi une ville populaire. Donc l'immigration, je sais ce que c'est. J'ai un des plus gros quartiers politiques de la ville de France, le 8e, dans ma commune, 57% de logements sociaux quand je suis devenu maire en 2014, aujourd'hui 54%, 53-54%, 80% de logements sociaux sur la ville nouvelle, ce qu'on appelle la ville nouvelle dans la ville. Donc l'immigration, je sais ce que c'est. La diversité, je sais ce que c'est. Quand vous avez beaucoup de nos compatriotes issus de la diversité de l'immigration, qui nous disent, à nous en tant qu'élus, mais monsieur le député ou monsieur le maire, nous on souhaite s'intégrer, mais à un moment il faut aussi que les choses il faut fixer des limites. Il faut fixer des limites, il faut de la mixité. Ça veut dire que l'on doit aujourd'hui, et je pense que c'est ce que va essayer de faire le ministre de l'Intérieur, de remettre des règles pour que tout ça se passe de façon pragmatique et en fonction des besoins du pays. On le voit aujourd'hui, on a du mal dans ce pays, même s'il y a une augmentation, je crois, de 15% en un an de reconduite à la frontière, on a du mal à appliquer les obligations de quitter le territoire français. On a dans le même temps des patrons qui n'arrivent pas à embaucher. Et le vrai sujet qu'on va avoir, c'est la discussion de cette nouvelle politique migratoire et de savoir quelle est la politique migratoire que nous voulons en France, dans notre pays, et comment nous faisons pour réguler ces flux. Bien, alors, ce projet de loi immigration, je vais le résumer, puisque vous avez élargi la question. La volonté du gouvernement, c'est quoi? C'est expulser davantage les étrangers qui représentent une menace grave, notamment les délinquants étrangers, faciliter les expulsions des étrangers déjà condamnés. Quel est l'objectif aussi? Réformer le droit d'asile, raccourcir les délais de procédure pour les décisions d'asile, régulariser certains travailleurs sans papier, justement, parce que c'est le sujet qui nous occupe pour cette partie 11-12, conditionner les titres de séjour à un niveau minimal de français, c'est-à-dire que, évidemment, celui qui demande un titre de séjour pluriannuel devra maîtriser le français, ce qui est aussi l'un des aspects du projet de loi. Bon, mais je voudrais qu'on se concentre sur les métiers en tension, sur est-ce qu'on a besoin
aujourd'hui, est-ce que l'économie française a besoin de ces immigrés qui sont sans papier et qui travaillent dans de nombreuses entreprises? C'est indispensable aujourd'hui? Je pense que vous venez de le dire. C'est indispensable. S'ils sont dans les entreprises, c'est qu'on en a besoin. Vous en avez besoin. Aujourd'hui, on arrive quand même à inscrire à la sécurité sociale un travailleur sans papier. Et ensuite, on demande sa régularisation parce qu'il a des papiers de sécurité sociale. Enfin, on marche sur la tête. Moi, à partir du moment où on a accepté en France, on a invité, parce que quand des bateaux arrivent à Lampedusa ou ailleurs, on les invite en France. D'ailleurs, en général, ils arrivent en Seine-Saint-Denis. On est les premiers à prendre le premier choc. Ceux que vous employez sont venus sans visa. Alors, les miens, c'était des mineurs. Le statut de mineur est presque plus simple, parce qu'automatiquement, avec le contrat d'apprentissage, il a l'autorisation de travailler. Voilà, il a l'autorisation. Mais les autres, est-ce qu'on va qui peut penser que des gens qui arrivent dans ce pays vont rester pendant 3 ans sans papier, c'est-à-dire sans manger, sans se vêtir, c'est impossible. Donc, puisqu'ils sont dans les boîtes, puisqu'on entend tous les jours, d'ailleurs dans le journal de ce matin, le Parisien ce matin, il y a eu un accident épidé avec 2 sans-papiers qui sont tombés d'une nacelle. Ça prouve qu'il y en a partout, et particulièrement dans le bâtiment, puisque dans les travaux publics, c'est plus compliqué. On est sur la rue des Jeux Olympiques. Mais j'ai rien dit, moi. Non, mais vous avez rien dit, mais c'est tout le monde. C'est sorti partout, on le sait. On le sait. Le bâtiment a besoin de cette main-d'œuvre. Le bâtiment a besoin de cette main-d'œuvre. L'hôtellerie en a besoin aussi. Et l'hôtellerie aussi. 11h16, le débat est ouvert. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'immigration peut remédier au déclin de la population française? Ce sera aussi l'une des questions que je poserai. C'est, je pense, une bonne question aussi. Il est 11h16, à tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Bien, les travailleurs sans papier présents sur le territoire depuis 3 ans pourraient obtenir un titre de séjour valide 1 an dans les secteurs en tension, en pénurie. En tension, ça veut dire en pénurie. On a cité les secteurs. Mais j'ai une question, Francis Dubrac, à vous poser. Est-ce que ceux qui ont vécu dans la difficulté avant de venir en France, qui ont traversé la Méditerranée ou qui ont traversé plusieurs pays pour venir dans notre pays, ont plus envie de travailler que les Français qui sont nés en France? Alors, je suis provocateur. Je ne vais pas les opposer directement. Je suis très provocateur, mais Francis Dubrac. Ce que je peux dire, c'est que ceux qui ont traversé le désert, qui ont traversé la Méditerranée, comme je l'ai vu, sur un Zodiac de 52 personnes, avec un moteur de 40 chevaux, qui prient à chaque instant que la vague ne les submerge pas. S'ils ont fait tout ça, c'est après traverser l'Espagne, traverser la France. C'est pas pour toucher les allocs. De toute façon, ils n'ont pas le droit puisqu'ils sont sans papier. Donc c'est bien pour travailler, c'est pour envoyer de l'argent au pays, c'est pour aider la famille. Et cette première génération de migrants, comme toutes les premières générations de migrants, sont des travailleurs fabuleux. Vous employez des jeunes, donc. Ces jeunes, depuis combien de temps vous employez des jeunes? Parlez-nous de votre expérience. Nous, de toute façon... Ces jeunes migrants, depuis combien de temps? Je dirais que l'entreprise a 100 ans, donc mon grand-père employait déjà des Italiens qui arrivaient. Et ils repartent ou ils restent? Là, c'est très variable. Il n'y a pas de règle. Il y en a qui veulent être enterrés au pays, il y en a qui veulent pas repartir parce que la famille a été fondée en France et tout est là. Donc, moi, j'ai pas ni les statistiques, mais je sais que dans mes salariés, je dirais qu'il y a moite-moite. Donc, tant qu'ils sont apprentis jeunes, ils peuvent travailler. Dès qu'ils deviennent majeurs, c'est plus possible. Alors, il faut un titre de séjour. Il faut un titre de séjour. C'est tout le problème. C'est tout le problème. C'est pour ça que ce titre de séjour provisoire. Est-ce que vous souhaiteriez qu'il soit définitif? Provisoire, vous pensez que c'est pas... Je ne sais pas. Quand on voyage un peu, on va dans les pays, les Émirats arabes et compagnie, même l'Américain, le Français qui arrive là-bas, il a un titre de séjour provisoire pour travailler. Ils sont 2 millions d'expats, il a travaillé. Le jour où le pays n'a plus besoin... alors c'est dur de dire, vous rentrez chez vous, mais... Alexandre Vincendé, vous êtes réservé. Votre groupe est réservé. Le groupe est réservé. Après, il faut être extrêmement attentif à ce qui va se passer. Je pense dans votre groupe, on dit que c'est une régularisation massive déguisée. Mais il y a un vrai sujet, Jean-Jacques Bourdin. Oui. Déjà, vous ne pourrez pas régulariser, à mon sens, des personnes qui ont aujourd'hui, qui ne sont pas de façon légale sur le territoire français et qui, par ailleurs, peuvent représenter un danger pour la société ou ont déjà commis des délits. C'est juste pas possible. Vous ne pouvez pas rester. Ça, c'est la première chose. Et je pense que même si la personne souhaite travailler, à partir du moment où vous avez un casier judiciaire de condamnation, vous ne pourrez pas être régularisé. Première chose. Deuxième chose. Je pense que, par contre, on doit pouvoir débattre d'une liste de métiers en tension au Parlement. Et chaque année, on doit pouvoir valider cela. Une sorte de quota, une immigration choisie. Ça fait 15 ans qu'à droite, on en parle.
Oui, je sais. Si aujourd'hui, et j'ai cru voir que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, disait qu'il était prêt à ce qu'on en débatte, discutons-en. Et si on arrive à trouver un accord là-dessus, moi je dis banco. Et ça veut dire qu'on passerait d'une immigration choisie avec des quotas chaque année sur des métiers en tension qui seraient négociés au sein du Parlement et à l'Assemblée nationale et au Sénat. Par contre, je le dis aussi, on est champion du monde en France pour donner des autorisations. On est champion du monde aussi pour ne pas les retirer quand les règles ne sont pas respectées. Et je pense que la crainte, elle peut être ici. Donc ce qui est important, c'est que dans le cadre du débat parlementaire, on puisse dire oui, quand une personne souhaite travailler et qu'une entreprise souhaite le recruter, on doit pouvoir le laisser faire. Par contre, pour éviter les effets de bord, si une personne va prendre un travail, mais qu'au bout de 2 mois, elle quitte ce travail, on doit lui retirer et l'autorisation de travail et l'autorisation de rester sur le territoire français. Il y a quelque chose qui me gêne. Vous allez me dire ce que vous en pensez dans le texte du gouvernement. Le texte prévoit une carte de séjour pluriannuelle pour les professions médicales et de pharmacie. Diplômés hors Union européenne. On est bien d'accord. Hein ? Carte de séjour de 4 ans. C'est-à-dire pour des médecins, des sages-femmes, des chirurgiens, dentistes, des pharmaciens. Alors, ça serait bon pour les professions médicales et ça serait pas bon, par exemple, pour quelqu'un qui travaille dans les travaux publics. Si je peux me permettre, qu'est-ce que c'est que cette différence, non ? C'est un métier en tension. Ce sont des métiers en tension. Oui, mais pourquoi 4 ans pour eux et pourquoi un an pour parce que ce sont les travaux des publics. gens qui sont diplômés du supérieur. La grande différence, je sais que vous n'aimez pas qu'on distingue les diplômés et les formations selon le niveau. On en est tout à fait là. Quand c'est des pharmaciens, des médecins, jusqu'à présent, on refusait l'équivalence. Comme on a besoin, on est prêt à leur donner 4 ans de carte de séjour. Ça se fait dans beaucoup de pays qui vivent sur l'immigration. On avait des médecins aujourd'hui qui travaillaient, des médecins hommes ou femmes, qui travaillaient dans des métiers en tension parce qu'ils ne pouvaient pas travailler comme médecins. Donc on facilite la reconnaissance des médecins. C'est bien. Tant mieux. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous n'aimons pas, nous sommes partisans de l'égalité des droits. Donc nous souhaitons que quelle que soit la situation, les gens soient traités. Quel que soit le métier, quel que soit le métier. Oui. Hein? Vous pouvez leur donner 1 an renouvelable tous les ans. À mon avis, il fera toute sa carrière dans le BTP. Il restera en France. Les besoins sont tels et c'est pas des métiers qui attirent trop non plus. Donc, s'il est là, il est tranquille. Non, mais je veux dire par là que nous faisons la différence entre les métiers qui dits nobles entre guillemets et d'autres métiers qui ne seraient pas nobles. Ça ne vous choque pas? Moi, ça me choque. Mais bon. Vous avez des pays qui se sont construits sur l'immigration et qui aujourd'hui donnent des autorisations de travail à durée variable. C'est le cas aux États-Unis, par exemple. C'est le cas au Canada. Regardez ce qui se passe aussi au Danemark. Pour le coup, c'est pas non plus le Danemark. On va parler d'un pays qui est dans l'Union européenne. Parlons-en. 11,7% de la population est d'origine étrangère au Danemark. Avec aujourd'hui, nous, on est à un peu plus de 10%. Avec aujourd'hui une extrême droite qui a quasiment totalement disparu, un gouvernement sociodémocrate qui a mis en place une des politiques migratoires les plus dures qui a repris la politique migratoire, qui a repris la main, mise en place par l'extrême droite, qui a repris la main. Sur les flux migratoires, qui a mis une politique aujourd'hui qui est extrêmement claire et qui leur permet de contrôler tout ça. Donc ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, si vous arrivez à recontrôler ces flux migratoires, si vous arrivez à répondre aussi aux besoins économiques, tout en restant pragmatique avec des vrais débats, des vraies politiques de quotas, une vraie immigration choisie, c'est pas une question d'extrême droite, c'est une question simplement de dire à nos concitoyens qui sont inquiets, parce que je rappellerai que cette question de l'immigration, c'est une question qui revient campagne électorale après campagne électorale et qui fait le lit du populisme. C'est que si elle n'est pas traitée, ça devient un sujet explosif et crispant pour nos concitoyens, et je le comprends et je le sais. Donc ça veut dire qu'à un moment, vous avez 2 solutions. Soit vous dites circuler, il n'y a rien à voir, on va sur les plateaux télé, et puis de toute façon, ou dans les studios radio, et puis on dit tout et n'importe quoi pour se faire plaisir, soit de façon pragmatique, on dit, il y en a qui disent tout et n'importe quoi. On reprend les choses en main, on va voter devant le Parlement, en débattre chaque année, et on regarde les choses telles qu'elles sont. Bien, il est 11h27, on va observer une petite pause, ensuite nous prendrons Yvette qui nous appelle des Pyrénées-Orientales et vous prendrez la parole ensuite pour nous dire, Marie-Christine Vergiat. Je voudrais savoir si on reste sur les métiers en tension ou si on reste pas sur les métiers en tension. On reste sur les métiers en tension, c'est l'objet. Il y a des choses sur lesquelles je voudrais répondre néanmoins. Vous allez pouvoir répondre, Marie-Christine Vergiat. Effectivement, on reste sur les métiers en tension parce que c'est une problématique souvent discutée
recruter parce qu'il y a une urgence. Parce qu'il y a une urgence, il y a un besoin, de main-d'œuvre dans ce pays. Et c'est pour ça que. Sur le médical, vous avez une autre chose, c'est qu'il faut aussi, j'ai oublié de le dire, c'est qu'en fait, vous avez un besoin de transposition des diplômes étrangers. Oui. Et ça prend un petit temps de formation. Hors Union européenne. Moi, j'ai des Ukrainiens là que j'ai un Congolais qui vient me voir pas plus tard que lundi en permanence. Bien. Et il est 11h28. Yvette sera avec nous dans un instant. Nous allons poursuivre le débat. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Marie-Christine Vergiat, vice-présidente de la Ligue des droits de l'homme, est avec nous. Francis Dubrac, entrepreneur, président de la Société de travaux publics Dubrac. Et puis Alexandre Vincendé, qui est député LR du Rhône. Allez, le débat sur cette migration choisie. Hein. C'est une immigration choisie. Débat, et Yvette se joint à notre débat. Bonjour Yvette. Bonjour. Vous êtes à Perpignan. Bonjour à tous d'ailleurs. Voilà, je suis à Perpignan. Alors, que dites-vous? Eh ben, je suis pas très très contente. Hein. C'est un coup de gueule que je veux pousser. Allez-y. Nous, en France, il y a beaucoup de chômeurs. Il y a beaucoup de chômeurs. Hein. Et en plus, qui sont payés, hein, et qui sont payés par la voilà. Et il y en a plein, dont les jeunes, tout ça, ils veulent pas faire de métier de maçonnerie, tout ça. Donc là, à ce moment-là, nous, on prend des migrants là, les migrants ils peuvent venir, allons-y, ils vont faire le boulot que les Français ne veulent pas faire, et on est en train de dire que le Qatar, mais on est en train de prendre le même truc pour les Jeux Olympiques, parce qu'on a besoin de maçons et tout ça. Moi je trouve que franchement, en France, on était contre l'esclavage, mais je pense qu'on est pour l'esclavage quand ça nous arrange, parce que tous ceux qui veulent pas travailler il y en a plein, ils me disent non, on veut pas, parce qu'il faut travailler le samedi, le dimanche, que c'est 35 heures, c'est trop long, voilà. Alors écoutez, Yvette, Francis Dubrac connaît bien le sujet puisqu'il est confronté à ça. Ce que dit Yvette, vous le constatez? Pourquoi est-ce que vous employez, vous savez, j'ai qu'un maître pourquoi mot, est-ce que vous employez vos jeunes qui viennent, vos jeunes migrants, vos jeunes étrangers? Pourquoi est-ce que vous ne prenez pas en apprentissage des Français nés en France? Tout le monde est bienvenu, mais il faut avoir envie. C'est mon maître mot. J'ai qu'un maître mot, moi, c'est l'envie. Oui, mais l'envie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y en a qui ont envie, mais il y en a qui n'ont pas envie. Ça veut dire que des jeunes Français, je dis pas des jeunes Français, la population n'ont pas française. envie. Il y a une grosse partie de la jeunesse qui n'a pas envie de venir dans le BTP. Voilà, qui n'a pas envie de venir dans ces métiers-là. Et personne ne le dit. Moi, je veux bien prendre ma trail le week-end, mais je ne vais pas y arriver. Oui, non, mais vous entendez, Yvette, ce que dit notre entrepreneur? C'est ça la réalité. C'est ce qu'elle a dit. Parce que mon beau-frère était chez eux là dans le bâtiment, et il n'y a pas un jeune qui voulait venir parce que c'était trop froid, parce qu'il faisait trop chaud, parce que c'est comme ça, parce que c'est fatigant. Un youtubeur, ça c'est bien, mais dans le bâtiment, ah ben non. Faisons venir les étrangers, puisque mon beau-frère est tunisien. Faisons venir les étrangers. L'esclavage est permis en France. Bien, merci Yvette. Mais Yvette, non, on n'est pas dans l'esclavage. Mais on n'est pas dans l'esclavage, on est bien d'accord, parce que ils sont parfaitement... Ça dépend où. Hein. Ça dépend où. Dans le secteur agricole notamment, il y a des situations qui sont invraisemblables. Oui. Avec des difficultés pour les organisations syndicales de les aider. Ils sont payés à coups de lance-pierre, on les loge dans des baraquements insalubres, on retire le prix du logement guillemets à ces gens et on les renvoie, on les renvoie. Hein. Oui. Je comprends. Ça dépend des situations et des secteurs. Ça dépend des situations. Donc ça et sujet qui vous est cher. Mérite d'être régulé. Oui. Sujet qui vous est cher, les Jeux Olympiques. Je pense que nous allons trouver pas mal de gens qui sont en situation irrégulière, employés. Mais bien sûr, on le sait, ça commence à sortir. D'ailleurs, et on se cache. Je vous dis sincèrement, on se cache sous la sous-traitance. Que pour les chantiers des Jeux Olympiques, on emploie de la main-d'œuvre. Non. C'est pas acceptable. Mais sur des marchés publics, c'est pas acceptable déjà tout court, le travail illégal. Le travail illégal est déjà inacceptable tout court. Et sur des marchés publics, c'est encore plus inacceptable. Je pense que pour aucune enquête n'est ouverte. Mais là, c'est la puissance publique. Il faut défendre les collègues. Il y a aussi des malins qui sont capables de vous faire des papiers plus beaux que les miens. Hein. Donc, souvent, ils sont sans papiers, mais avec des vrais papiers. Des vrais faux papiers. Des vrais faux papiers. Ouais. Donc, l'entrepreneur se fait aussi tromper et éblouir. Oui.
Oui, puis vous avez des entrepreneurs que ça peut aussi arranger. Mais il y a tout pour faire un monde. Il y a pas de règle. Il y a un moment, de toute façon, c'est pour ça que sur ce sujet-là, des métiers en tension, attendez, pas encore. Lutter contre l'esclavage moderne, c'est aussi justement travailler sur quels métiers peuvent recruter et justement par rapport à quels besoins. Réguler. Mais c'est simplement arriver à réguler. Oui. Je veux dire, dans nos circonscriptions, les députés, tous autant qu'on est, d'ailleurs, y compris dans le groupe Les Républicains. Il y a un truc que je déteste, en tout cas c'est comme ça que je conçois la politique, c'est faire l'inverse quand on est ici à l'Assemblée nationale ou sur les plateaux ou sur les tribunes de ce qu'on fait en circonscription. Oui. En circonscription, on a des personnes qui viennent nous voir dans les permanences. C'est parfois des chefs d'entreprise ou c'est parfois des étudiants qui sont en situation irrégulière parce qu'ils n'ont plus leurs papiers, ou des personnes qui souhaitent travailler. Ça nous arrive à tous. D'accord ? Et vous pourrez demander à tous les députés des Républicains et même des autres partis politiques, ça nous arrive à tous chaque semaine. Vous savez ce qu'on fait quand on voit que la personne, elle n'a pas de casier judiciaire, elle parle français, elle est intégrée, elle est là depuis longtemps, elle a envie de bosser, ou que le patron dit, moi, j'ai envie de le garder, j'ai envie de le former, qu'est-ce qu'on fait ? On fait une demande de régularisation auprès de la préfecture et du ministère de l'Intérieur. Et on le fait pourquoi ? Parce que c'est une question simplement de bon sens. Mais par contre, de l'autre côté, il est insupportable que quelqu'un qui ne respecte pas les règles reste sur le territoire français. Donc régularisation contrôlée. Et c'est simplement qu'à un moment, la sanction doit tomber, parce que dans ce pays, je le dis par contre, c'est qu'à chaque fois qu'on ne respecte pas les règles, on est champion du monde pour ne pas retirer les titres de séjour et exécuter doit tomber l'éloignement. Marie-Christine Vergiat, quand on ne respecte pas les règles. Je dirais, ça dépend quelle sanction et ça dépend par rapport à quoi. Parce qu'on mélange tout et n'importe quoi en la matière. Je vais encore refaire des leçons de langage, excusez-moi. C'est quoi un étranger délinquant ? C'est un étranger délinquant. Oui, mais c'est quoi un étranger délinquant ? On lui reproche quel type d'infraction ? Quelqu'un qui vole, quelqu'un qui deal, ça par exemple, c'est un délinquant. C'est un délinquant. Quelqu'un qui fait... Oui ou non ? La majorité des étrangers délinquants, on dit délinquants qui commettent des infractions au code de la route et des ventes à la sauvette. Pourquoi ils commettent des infractions au code de la route ? Parce qu'ils ne peuvent pas faire valider leur permis de conduire. Pourquoi ils font de la vente ? On n'a pas le droit de conduire sans permis de conduire en France. Je suis désolé. Oui, et pour ça, un mec qui n'a pas le permis de conduire en France, même s'il a un emploi sur un métier en tension, vous le renvoyez ? Je pense qu'à un moment, je suis désolé. Mais je peux finir parce que vous avez beaucoup parlé jusqu'à présent et moi pas beaucoup. Finissez. Donc, moi, je peux comprendre, notamment par rapport à l'état de l'opinion publique, qu'on dise par exemple, on renvoie un terroriste. Mais c'est déjà, mais c'est déjà possible aujourd'hui. Par contre, quand on nous met dans la loi en cas de menace à l'ordre public, excusez-moi, je suis juriste, un peu pénible sur ces questions-là, mais moi, c'est pas le fait du prince. Et quelqu'un qui deal dans les quartiers, qui pourrit la vie d'un quartier. S'il vous plaît, est-ce que vous pourriez arrêter de m'interrompre ? Non, mais attendez, on peut aussi vous interrompre. Mais expulser davantage les étrangers qui représentent une menace grave. Voilà. Mais une menace... C'est ce que dit le texte de loi. Le nouveau texte de loi. Jusqu'à présent, c'était... Menace grave. C'était en cas d'infraction. Une menace grave, moi je ne sais pas ce que c'est tant qu'il n'y a pas de condamnation. Quelqu'un qui dit faciliter les expulsions des étrangers déjà condamnés pour des crimes, c'est clair. Ça, c'est autre chose. Écoutez, c'est pas la menace. Non. Je vous dis ce que je reproche, c'est la menace. Par rapport à la condamnation pour trouble à l'ordre public, je ne sais pas non plus ce que c'est. Alors, on a vu ces derniers temps, y compris des Français, notamment au moment des Gilets jaunes, se faire condamner parce qu'ils avaient troublé à l'ordre public. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un magistrat indépendant. Alors, non, mais là, on ne va pas parler des Gilets jaunes, mais faciliter les expulsions des étrangers. Faciliter les expulsions des étrangers déjà condamnés pour des crimes et délits punis de 10 ans ou plus d'emprisonnement. C'est bien ou pas ? C'est dans du grave. On est dans du grave, on est dans de lourdes condamnations. Pour nous, c'est une double peine. Mais on est pour le retour de la double peine, justement. Oui, mais pas moi. Oui, mais on a le droit. Mais alors, un étranger condamné pour un crime ou un délit, puni de 10 ans de plus d'emprisonnement, vous pensez qu'il ne faut pas l'expulser ? Je pense qu'il doit être puni comme n'importe quel Français. Et quitter le territoire. N'importe quel Français. Quitter le territoire. Doit-il quitter le territoire ? Et par ailleurs, ça dépend de sa situation particulière. Mais non, ça ne dépend pas. Quelqu'un qui a fait sa vie en France, quelqu'un qui a des enfants, des petits-enfants en France,
même s'il a eu condamnation, il fait sa peine de prison comme n'importe qui. Non mais 10 ans, vous vous rendez Et compte, 10 après, ans, ce que ça sert à quoi la peine de prison ? Hein, c'est quoi la peine de prison ? C'est une peine que inflige la société à quelqu'un qui a commis un crime ou un délit. Oui. C'est une réparation, si vous voulez, ça se discute, mais bon, le sens de la peine. C'est une réparation. Mais c'est aussi, une fois que la personne a purgé sa peine, elle est réinsérée dans la société. Mais elle a une autorisation c'est pour être sur cela. le territoire français. Si Mais vous je ne vous respectez parle, pas les je règles vous de- parle de la justice. Vous savez, Monsieur Bourdin, c'est difficile de discuter avec quelqu'un qui vous interrompt sans arrêt. Oui, mais ça, si on est à ce petit jeu-là, En plus, vous faites un monologue, on n'a pas le droit de vous couper ni d'être un Alors, attendez. on peut prendre un chrono. Non, Là, je voulais c'est simplement vraiment, dire que Francis Dubreuil. je suis stupéfait que l'on puisse imaginer qu'une personne qui vit dans un pays sans ressources puisse pas, à un moment donné, dévier. Il faut bouffer tous les jours. C'est l'être humain, il a besoin de manger. Il a besoin de se vêtir. Et là, on me dit, on va attendre 3 ans pour le régulariser. Il va faire quoi pendant ces 3 ans ? Voleur de poule. Et après, il faut qu'il ait travaillé 8 mois pendant les 12 dernières années. Il vole ou il rapine. Il a sauvé sa peau. Oui, donc, c'est le travailleur sans papier. Le texte de loi dit, c'est le travailleur sans papier présent sur le territoire depuis 3 ans qui pourra obtenir un titre de séjour. Valide 1 an dans les métiers en tension. Jacques Bourdin, pour être condamné à 10 ans de prison, aujourd'hui, il faut rester sur le métier. Mais il faut vraiment en faire, par exemple. Parce que je pense même que pour l'instant, on verra dans les débats parlementaires, mais je pense même qu'on va descendre le palier. Quand, par exemple, vous avez des personnes qui ne sont pas en situation régulière sur le territoire et qu'elles, notamment, elles vivent du trafic de drogue dans nos quartiers et qu'elles vendent de la mort à nos gamins, je m'excuse, mais ces personnes n'ont rien à faire sur le territoire. Bien. Et qu'est-ce qu'on fait des Français qui font la même chose ? Oui, mais eux, ils sont français, madame, oui, justement. D'accord, mais on en fait quoi ? Ils vendent de la mort à nos gamins et très majoritairement, ce sont des Français. Oui, mais donc si on pouvait revenir au débat, alors, je vais me permettre de dire un certain nombre de choses. Est-ce qu'il faut faciliter l'accès au marché du travail pour les demandeurs d'asile ? Oui, bien sûr. C'est ce que font tous les pays européens. La France est un des pires pays en la matière. L'Allemagne, qui a été un pays modèle, excusez-moi, au moment de la crise de l'accueil des migrants, due essentiellement à la guerre en Syrie, en 2015-2016. Oui, l'Allemagne qui a besoin de main-d'œuvre et qui a une natalité extrêmement basse. Pas seulement. Oui, pas seulement, mais enfin, c'est l'une des raisons. 1 200 000 personnes accueillies entre 2015 et 2016. Des réfugiés. En France, on dit, c'est parce qu'ils ont des besoins de main-d'œuvre. D'accord. Ils ont une économie, mais on n'est quand même pas à la traîne, à ce point économique que le rapport de force ait été de 1 à 10. Quand même. On fait des comparaisons avec l'Allemagne quand il s'agit du nombre de demandes d'asile, et puis quand il s'agit du nombre de personnes à qui on octroie la protection, on fait plus de comparaison. Donc l'Allemagne, si je peux reprendre le fil de mon intervention et répondre à votre question, l'Allemagne fait des choses très simples quand elle accueille un demandeur d'asile. Elle leur apprend la langue, elle leur donne un toit et elle leur donne l'autorisation de travailler. Et comme par hasard, les personnes s'insèrent facilement dans la société. La plupart des personnes qui ont été accueillies en 2015-2016 sont aujourd'hui parfaitement accueillis dans la société allemande, et l'Allemagne a en partie résolu son problème de chômage et son problème de démographie, qui est une question qui vous est chère. Bien, oui, ça m'est cher parce que c'est aussi une question, c'est celle que je posais tout à l'heure sur, effectivement, l'immigration peut-elle remédier au déclin de la population française, même si le déclin n'est pas le même que celui qui est constaté en Allemagne. Mais c'est peut-être une solution. Enfin, je sais que ça heurte le groupe. Est-ce que ça vous heurte ? Mais le vrai sujet, est-ce que vous pensez que grâce aux migrants, on peut régler en partie le problème de déclin de la population française ? Depuis 2012, l'élection de François Hollande, et de tous ceux qui ont souhaité qu'il arrive aux responsabilités, donc toutes les forces de gauche, la France a vu voler en éclats sa politique de natalité, sa politique familiale. C'est un vrai sujet. Nous étions les champions d'Europe en termes de natalité. Nous ne le sommes plus aujourd'hui. On n'est pas loin, on est dans les premiers quand même. On a bien dégringolé depuis quelques années. Deuxième on a bien dégringolé en termes d'enfants. Aujourd'hui, on est à 1,8 enfants par femme.
Et on a un vrai sujet, c'est que vous avez tous les baby-boomers qui sont en train d'arriver à l'âge de la retraite. Nous avons un pays qui est vieillissant. Donc, il faut relancer de toute façon une vraie politique familiale. Ça, c'est un vrai sujet. De l'autre côté, par contre, je pense qu'il est extrêmement dangereux, au vu de l'état de l'opinion, au vu de l'acceptabilité de nos concitoyens, de dire, pour rajeunir le pays, on va ouvrir les vannes. Si vous faites ça, en 2027, ça sera Marine Le Pen au pouvoir et je ne veux pas ça pour mon pays. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens veulent qu'on reprenne la main. J'aimerais bien répondre à ça, et qu'on soit extrêmement pragmatique sur ce qui se passe. Bien, il est midi moins le quart. À tout de suite. Nous allons terminer ce débat dans 5-10 minutes. Si vous voulez intervenir, 0826 300 300, n'hésitez pas. À tout de suite. Sud Radio Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Jean-Jacques Bourdin. Il est 11h48. Baptiste est à Argenteuil, dans le Val d'Oise. Bonjour Baptiste. Bonjour Jean-Jacques, j'espère que vous allez bien. Ça va très bien mon cher Baptiste. Vous êtes plombier, vous avez 23 ans. Ouais, c'est ça. Alors qu'est-ce que vous dites? Vous dites les gens qui viennent de l'étranger, c'est une concurrence déloyale. Voilà. Je voulais juste revenir sur le fait, j'ai entendu une dame qui est intervenue, qui a dit que on préférait faire youtubeur, que la jeunesse préférait faire youtubeur que venir dans le bâtiment. Oui. Alors moi j'ai fait mon apprentissage. C'est Yvette qui disait ça tout à l'heure, oui. D'accord. Et en fait, moi, je voulais juste revenir sur le fait que moi, j'ai fait du coup un CAP, un bac pro, ensuite un BTS responsable de chantier. Donc j'ai quand même une bonne expérience sur le terrain. Oui, bien sûr. Et en fait, c'est déjà les places en plomberie, par exemple, elles sont très comptées. Le nombre de demandes en plomberie, elles sont énormes. Et déjà, la plupart des patrons ne peuvent pas suivre. Et en fait, ce qui se passe en ce moment dans le bâtiment, c'est que c'est très tendu, même pour la signature de devis, etc. C'est très compétitif. Même il y a beaucoup de majors, on le sait, qui signent des contrats à perte. Et en fait, derrière, eux, ils sont obligés de faire venir de la main-d'œuvre pas chère, non régularisée, qui va rester 6 mois, 1 an sur leur chantier, et qu'après, ils vont partir. Donc, c'est pas comparable de dire à quelqu'un qui vient d'un pays où, en fait, il est payé 250 € par mois, qui va rester 6 mois et repartir chez lui, que les jeunes ne veulent pas faire ce métier, alors qu'il y a des métiers dans l'informatique. Vous voulez dire, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui en profitent, qui, pour des raisons de coût, préfèrent faire venir des étrangers, les payer 250 € par mois. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne dans le bâtiment. C'est vrai, Francis Dubrac, c'est vrai. Non, mais monsieur a parfaitement raison. Le problème vient aussi des contrôles, l'absence de contrôle. Le service public, c'est un peu a été en déliquescence depuis une vingtaine d'années. On n'a plus de police, on n'a plus de médecins, mais on n'a plus d'inspecteurs du travail non plus. Donc, et rentrer dans les bâtiments, c'est toujours compliqué. C'est aussi violent. Donc, tout ça est à prendre en compte pour les contrôles dans ces métiers. Oui, il n'y a pas de contrôle, Baptiste. C'est ça, il n'y a pas de contrôle. Et puis aussi, il faut voir, pour les personnes qui sont usées sur le chantier, par exemple, comme elle a dit, c'est l'esclavage moderne. En fait, les gens, ils viennent, et au bout d'un an ou deux, des fois, ils n'en peuvent plus. Et qu'est-ce qui se passe quand ils n'en peuvent plus? En fait, ils se retrouvent à Porte de la Villette ou à Porte des portes comme ça, en fait, à prendre du crack. Et en fait, c'est ça la réalité du terrain dans le bâtiment. C'est qu'il y a des gens qui viennent, ils sont usés pour un salaire médiocre que personne ne veut faire. Parce que vous, si vous avez des enfants, vous préférez que votre fils aille en informatique et touche 2500, 3000 € par mois, ou qu'il aille se casser la tête dans le bâtiment à faire maçon pour 1002 ou 1003. Non, mais Baptiste, vous avez parfaitement résumé. Merci, Baptiste. Vraiment merci. Vraiment merci. Alors, le problème, la liste des métiers en tension, nous allons voir ce que va donner ce projet de loi, mais quel métier? Comment fixer, établir une liste des métiers en tension? Il y en a beaucoup des métiers en tension. Toutes les interventions qu'on a entendues montrent qu'on sait dans quel secteur il y a des problèmes. On sait par exemple qu'il y a 1 million de postes qui sont non pourvus dans l'économie, parce qu'on oppose souvent les chômeurs français. Il y a 1 million de postes qui sont non pourvus. Vous aviez un intervenant il y a quelques semaines qui disait 200 000 rien que pour la restauration. Je ne sais pas combien c'est dans le BTP. 000, Donc, et on les connaît. C'est le BTP. C'est l'hôtellerie-restauration, c'est tous les métiers au service. Alors là, le travail au noir, c'est vachement facile aussi. Le nettoyage, par exemple. Oui, mais l'emploi à domicile. Le ménage. Le ménage. Les emplois à domicile. L'aide à domicile, oui. L'aide à domicile, c'est contourner la loi, l'agriculture, je peux finir la liste. C'est pour ça que je pense que justement, il faut un débat au Parlement, présenté par le ministère du Travail, en lien avec les organisations patronales, pour qu'on sache où sont exactement les besoins, et que chaque année on dise, voilà, c'est simple, on vote un quota, chaque année on n'en déroge pas, et vous aurez tant d'autorisation par rapport à votre besoin. Est-ce que ça existe dans tous les grands pays basés sur l'immigration. Je me rappelle, il y a 2 mois, on a fait une émission sur où sont les gens. Je crains que tous les métiers soient en tension actuellement. Je vais chez les notaires, ils ne trouvent pas de personnel. Je vais chez les toubibs, ils n'ont pas de personnel. Oui, mais attendez.
même si on sort du débat actuel sur l'immigration, vous avez aujourd'hui, excusez-moi, mais des gamins de 15 ans qui défilent dans la rue hier pour expliquer qu'ils veulent pas être à la retraite à 64 ans, qu'ils veulent pas de réforme des retraites. Ils sont même pas arrivés déjà sur le marché du travail. Je suis désolé, mais pareil. Vous avez des personnes. Le travail, c'est pas aliénant et c'est pas quelque chose qui est une charge. Et pourtant, je suis issu, cher Monsieur Bourdin, d'une famille populaire et j'ai pas de grand cadre dans ma famille. Ok, je suis fils d'infirmière, petit-fils de cheminot et de militaire. Donc il y a aucun problème là-dessus. Par contre, simplement, c'est qu'à un moment dans ce pays, à un moment, on a foutu en l'air la valeur travail et on part du principe, que certains métiers manuels, c'est aussi le résultat de plusieurs dizaines d'années de mauvaises politiques sur le travail, ont été parfois des métiers dégradants. Or, ce sont des beaux métiers. C'est vrai que ce sont des métiers qui ont été dévalorisés. Aujourd'hui, si vous demandez, vous avez des personnes, si elles deviennent plombiers, électriciens, etc., elles gagnent très bien leur vie, mais c'est des filières qu'on a dévalorisées. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Mais la médecine, la chirurgie, les infirmières, on les a aussi dévalorisées. Ça a été parfois, il y a le numéro on est en train de vider le Maghreb de leur potentiel médical pour le rapatrier en France et eux, ils n'ont plus personne. Le numerus clausus à l'époque a été imposé et souhaité par les médecins qui ne voulaient pas qu'il y ait trop de concurrence entre eux par rapport à leurs patients. Pour une bonne immigration choisie, si on veut mettre en place une immigration... moi je le dis. Pardon, messieurs, pour une bonne immigration choisie, si on veut mettre en place une immigration choisie, il faut des contrôles. On est bien d'accord. Or, et des sanctions. Et des sanctions. Et des sanctions. On n'a personne pour contrôler. Ah ben ça, on a détruit une grande partie de la fonction publique depuis 20 ans. Donc après, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des problèmes. On ne peut pas en même temps dire la fonction publique coûte trop cher et en même temps demander des contrôles. Je parle il y a quelque chose. Le drame de la France, c'est de faire des lois qu'il n'est pas capable d'appliquer. Oui, qu'on n'applique pas. Un des grands sujets du texte, du texte, du débat, parce que c'est même pas dans ce texte, c'est dans 2 circulaires qui sont déjà publiées. C'est il faut exécuter les OQTF, les obligations de quitter le territoire. Le territoire français. Admettons. Réduire les protections pour les étrangers résidant en France depuis plus de 10 ans. Ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Ça me paraît une aberration. Mais c'est pas ça dont je parle. Non, c'est pas de ça. Non, je parle des obligations de quitter le territoire. Oui, le taux d'exécution est sous les 10%. Oui, mais on est le pays qui délivre le plus d'obligations de quitter le territoire. Oui. Et un de ceux qui est dans la moyenne. On ne les exécute pas. Oui, on est dans la moyenne européenne pour les exécutions. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème sur la délivrance du nombre. Pourquoi ? Parce que quand on délivre une OQTF, il y a des recours qui sont derrière, parce qu'on les délivre n'importe comment, et qu'il y a des personnes qui font valoir leurs droits. Par exemple, on délivre des OQTF à des gens qui sont inexpulsables. On ne va pas renvoyer les Syriens, les Afghans dans leur pays, ils reçoivent des OQTF. Ouais. On ne va pas renvoyer des parents d'enfants français, on ne va pas renvoyer des conjoints de Français. Tout ça, on délivre des OQTF. Et pour résoudre ce problème, qu'est-ce qu'on fait ? On va réduire dans le texte les recours possibles. Oui. Donc on va créer... On va passer de 12 à 4. On ne sait pas ce que c'est de 12 à 4 d'ailleurs. Si vous avez un nombre de recours, quand vous discutez avec les policiers de la police de l'air et des frontières, je l'ai discuté avec eux quand il y a eu la volonté du gouvernement... Oui, mais on mélange tout. Mais non, attendez, si vous me laissez juste finir ce que vous ne me laissez pas parler... si, vous parlez de tout à l'heure. Vous devriez mettre des chronomètres là. Mais écoutez, on n'est pas au meeting de Jean-Luc Mélenchon, d'accord ? Et vous n'êtes pas le leader Massimo qui doit monopoliser la parole avec une vérité absolue qui doit tomber où tout le monde doit se soumettre. Bon, alors allez-y, finissez simplement. Il est déjà 50. J'ai dû discuter J'ai simplement pu discuter avec des personnes, dont le responsable de la police de l'air et des frontières, il y a quelques mois en arrière, quand on a commencé à discuter sur cette loi. Aujourd'hui, il vous le dit, le vrai problème, c'est que vous avez tellement de possibilités de recours que vous avez beaucoup de mal à exécuter une OQTF parce que vous pouvez mettre en centre de rétention administrative, en CRA, une personne pendant 90 jours. Le vrai problème, c'est que vous avez tellement de recours que les 90 jours ne sont pas suffisants. Et le but, c'est de réduire aussi les possibilités de recours, parce que ceux qui ne veulent pas quitter le territoire français, malgré cette obligation, savent très bien que s'ils multiplient les recours, et ben derrière, ils sont obligés d'être relâchés dans la nature, et donc derrière, ils ne peuvent pas être expulsés. La plupart des personnes qui sont en centre de détention sont renvoyées dans les premiers jours. Bien, 11h58. Merci d'être venu. On va parler de ce projet de loi immigration avec Pascal Brice. Vous connaissez Pascal Brice? Pascal Brice a été directeur de l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés apatrides. Il est président de la Fédération nationale des acteurs de la solidarité. Je vais lui parler de ce projet de loi, évidemment, mais je vais lui parler aussi
d'un texte sur les squats qui est en discussion aujourd'hui, une loi qui est en discussion au Sénat. Il est 11h58. Merci d'être avec nous. Merci à tous les trois. Vous êtes sur Sud Radio.